This meeting is being recorded. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup pour tous ceux qui se joignent à nous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Dr Noa Bengayed, je suis directrice recherche et développement et qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et j'aurai le plaisir d'animer le webinaire d'aujourd'hui et de le modérer également par la suite. Les conférences mémorables sont rendues possibles grâce au soutien financier d'Ila Lilly, du Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement, le CCNV, et à la participation de Brain Exchange et de la Société Alzheimer du Canada. Alors, nous allons tout d'abord commencer par la logistique et les petits détails techniques. Alors, le son est obtenu grâce soit à votre système de son, soit via le téléphone, avec donc les numéros de téléphone excusez-moi là, à composer. Et puis, le visuel, Maître Camille Sano va donc partager son écran dans quelques minutes. Donc, c'est normal que pour le moment, vous ne voyez que ma personne. Alors, dans le but de minimiser le bruit de fond, tout le monde a été mis en sourdine dès votre entrée au webinaire. Et puis, vous aurez la possibilité de poser vos questions à la fin, donc durant la période de questions-réponses ou directement, soit en utilisant la boîte de questions-réponses ou le chat box pour poser vos questions. Afin de respecter donc l'horaire, je vous prierai de garder vos questions à la fin pour d'une part permettre à la conférencière de présenter le contenu et également par la suite d'avoir ce temps d'échange avec la conférencière. Le webinaire est également enregistré dans sa globalité et il sera également partagé par la suite avec tous les participants d'une part via donc un envoi de courriel et d'autre part sur notre chaîne YouTube. Alors, Maître Camille Sano va présenter pendant plus ou moins 45 minutes et nous conserverons une période de 10 à 15 minutes à la fin pour une période de questions-réponses et une discussion. Alors, sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, Maître Camille Sano, dont la présentation s'intitule « Les directives médicales anticipées et les soins de fin de vie, mieux comprendre ». Alors, Maître Sabrina Camisano détient une licence en droit de l'Université d'Ottawa, ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisées de deuxième cycle en droit et politique de la santé de l'Université de Sherbrooke. Elle est membre du barreau du Québec depuis 2016 et exerce sa profession chez Boulay-Blaquière Avocats, où sa pratique est principalement axée sur la responsabilité médicale, le préjudice corporel et la représentation des personnes vulnérables. Maître Camisano a été membre du conseil d'administration de l'Institut de planification des soins de janvier 2017 à décembre 2018 et elle a également collaboré à plusieurs articles publiés pour l'Institut de planification des soins et du barreau du Québec. Alors, merci Maître Camisano d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Si jamais il y a des problèmes avec le son en cours de route, veuillez me le dire ou me l'écrire. Bienvenue à tous. Je vais essayer de partager mon écran. C'est parfait. Bon, je vous remercie. D'accord. Donc, comme on le mentionnait, ma présentation d'aujourd'hui s'intitule « Les directives médicales anticipées, les soins de fin de vie pour mieux comprendre ». On m'a demandé d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. On m'a dit que c'était un sujet qui avait été beaucoup réclamé l'année dernière parce que les gens, justement, avaient encore des incertitudes relativement au sujet. C'est un sujet qui est, vous allez voir, encore assez très nouveau dans notre droit. C'est bien entendu normal qu'il y ait encore certains questionnements à ce sujet-là. Donc, j'espère que ma présentation d'aujourd'hui va permettre d'éclaircir certains aspects de la loi qui sont peut-être plus méconnus ou mal compris. Donc, aujourd'hui, je vais commencer en parlant brièvement de la loi concernant les soins de fin de vie, qu'est-ce qui a mené à son adoption. Ensuite, je vais vous faire un court résumé du rapport sur la situation des soins de fin de vie au Québec, un rapport qui a été publié très dernièrement. Ensuite,
je vais vous faire un survol des règlements en ce qui est trait au consentement aux soins, parce que c'est un sujet qui va main dans la main avec les directives médicales anticipées. C'est bien important de comprendre les aspects relatifs au consentement aux soins pour pouvoir bien comprendre les directives médicales anticipées. Ensuite, je vais entrer vraiment dans le vif du sujet en abordant les différents sujets qui ont trait aux directives médicales anticipées. Et finalement, je vais aborder le thème des demandes d'aide médicale à mourir par le biais des directives médicales anticipées, ce qui n'est pas possible en ce moment au Québec, mais qui est quelque chose qui est réclamé par plusieurs acteurs. Donc, les soins de fin de vie, en général, est un sujet qui a pris plus d'importance au cours des dernières décennies au Québec. Il y a une motion qui a été adoptée le 4 décembre 2009 par l'Assemblée nationale qui a créé une commission en vue d'étudier la question du droit de mourir dans la dignité au Québec. Cette commission spéciale-là a déposé son rapport le 22 mars 2012. Puis l'année suivante, le 12 juin 2013, la ministre Véronique Yvon a présenté le projet de loi 52 qui est par la suite a été adopté le 5 juin 2014, qui est la loi concernant les soins de fin de vie. Cette loi-là, elle est entrée en vigueur le 10 décembre 2015, donc ça fait 3 ans seulement, là, encore très, très nouveau. Puis elle régit également les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, c'est vraiment l'aspect dont on a plus entendu parler en lien avec la loi concernant les soins de fin de vie, ce qui explique peut-être la raison pour laquelle les directives médicales anticipées sont encore très méconnues de la part des usagers du système, mais également, surprenamment, de la part des professionnels de la santé. Donc, quel est l'objet de la loi concernant les soins de fin de vie? C'est premièrement d'assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie, de consacrer l'importance des soins de fin de vie et de prévoir leur organisation et leur encadrement. Et finalement, l'aspect qui nous intéresse le plus aujourd'hui, reconnaître la primauté des volontés relatives aux soins exprimés clairement et librement par une personne, notamment par la mise en place du régime des directives médicales anticipées. Alors, on constate vraiment que l'objectif primaire de la loi concernant les soins de fin de vie, c'est de reconnaître le droit à l'autodétermination des personnes. Puis, ça, comme je le disais, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le dernier aspect, les directives médicales anticipées. L'article 75 de la loi concernant les soins de fin de vie prévoyait que la commission sur les soins de fin de vie, qui a été créée par le biais de la loi également, devait transmettre un premier rapport sur la situation des soins de fin de vie 3 ans après l'entrée en vigueur de la loi. La loi prévoit également qu'à partir de maintenant, c'est à chaque 5 ans que ce rapport-là doit être fait. Donc, ce rapport-là a été déposé par le ministre de la Santé, Daniel McCann, le 3 avril 2019, donc il y a à peine un mois. Le rapport traite de manière plus importante de l'aide médicale à mourir. Puis il y a d'ailleurs plusieurs constats très, très intéressants, même des fois surprenants, dont le fait que depuis l'entrée en vigueur de la loi donc depuis le 10 décembre 2015 jusqu'au 31 mars 2018, il y a 1632 cas d'aide médicale à mourir qui ont été administrés au Québec, ce qui est 10 fois plus que ce qui avait été prévu au départ, là. Donc, on voit vraiment que c'est un système, une situation qui a pris beaucoup d'ampleur, qui n'était pas nécessairement anticipée dès le départ. Donc, c'est un rapport extrêmement intéressant qui traite principalement de l'aide médicale à mourir. Je vous invite à consulter le rapport parce que c'est vraiment des constats intéressants dont je ne parlerai pas plus en détail aujourd'hui. Moi, je vais me concentrer sur les recommandations qu'ils ont fait relativement aux directives médicales anticipées. Donc, un des constats les plus importants qu'ils ont fait, c'est que justement, les directives médicales anticipées sont encore extrêmement méconnues, également de la part des professionnels de la santé. Donc, la Commission recommande que toutes les mesures nécessaires soient prises pour mieux faire connaître le régime des DMA. Je vois qu'il y a des questions, je veux juste vérifier que tout est correct. Oui, allez-y. Ne vous en faites pas, j'y réponds.
OK, OK, donc le son est correct. Oui? Oui, oui, allez-y. Oui. OK, c'est bon, merci. Donc, c'est ça, comme je disais, la commission recommande que les mesures nécessaires soient prises pour mieux faire connaître les régimes des directives médicales anticipées et nomme notamment une liste de mesures à prendre pour rectifier le problème. Puis le deuxième, c'est notamment en rappelant aux professionnels de la santé leur obligation de consulter le registre des DMA lorsqu'une personne se retrouve dans une situation clinique visée par les DMA et de respecter ces directives. Donc, vous allez le voir un petit peu plus loin dans ma présentation, c'est un des plus gros problèmes qu'on rencontre encore aujourd'hui relativement au DMA. Ma présentation d'aujourd'hui, donc, s'inscrit bien dans le contexte du rapport. Puis j'espère que ça va pouvoir éclairer la situation pour certains d'entre vous. Donc, comme je le disais, l'inaptitude à consentir aux soins, c'est un concept qui est primordial de comprendre avant d'entrer dans le vif du sujet. On considère qu'une personne est inapte à consentir aux soins si elle est incapable de comprendre, premièrement, la nature de la maladie dont elle est atteinte, deuxièmement, la nature et le but des soins, troisièmement, le risque associé à ces soins-là, quatrièmement, les risques encourus si ces soins ne sont pas prodigués. Et finalement, que son état de santé nie à sa capacité de consentir. Donc, de manière générale, toute personne, y compris les personnes qui sont protégées par un régime de protection ou par un mandat, sont présumées aptes à consentir. Puis c'est vraiment une question de cas par cas. Donc, le professionnel de la santé qui propose un soin doit vérifier à chaque fois que ce soin-là est proposé si la personne est apte ou inapte à consentir à ce soin-là. L'inaptitude à consentir aux soins, c'est prévu par l'article 11 du Code civil du Québec. Puis donc, en présence de directives médicales anticipées, le médecin est contraint de suivre les directives médicales anticipées. Puis en l'absence de ces directives-là, le médecin doit faire appel aux représentants en matière de consentement aux soins qui sont prévus par l'article 15 du Code civil du Québec. Donc, soit le représentant légal, le mandataire, tuteur ou curateur, ou en l'absence de représentant légal, le conjoint ou un proche de la personne inapte. Le représentant doit, dans ces cas-là, agir dans le seul intérêt de la personne en respectant, dans la mesure du possible, les volontés que cette personne a pu manifester. Donc, ça, c'est prévu à l'article 12 du Code civil du Québec. L'article 11 a notamment un ajout là, depuis la loi concernant les soins de fin de vie. Avant, on ne faisait aucune mention, bien entendu, des directives médicales anticipées. Maintenant, on prévoit que si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins et qu'il n'a pas de directive médicale anticipée, c'est à ce moment-là qu'on obtient le consentement substitué pour la personne inapte. Alors, on parle de DMA. Qu'est-ce que c'est? La définition se retrouve dans la loi. C'est un écrit par lequel une personne majeure et apte à consentir à des soins indique à l'avance les soins médicaux qu'elle accepte ou qu'elle refuse de recevoir dans le cas où elle deviendrait inapte à consentir à des soins dans des situations cliniques précises. Donc, c'est vraiment un régime qui a été mis en place qui a des contraintes qui sont bien claires. Donc, on ne peut pas refuser ou accepter des soins pour n'importe quel type de soins, pour n'importe quel type de situation. On va les voir. C'est seulement 3 situations qui sont visées par la loi et 5 types de soins bien précis qui sont énumérés. Une des exceptions aux directives médicales anticipées, c'est notamment l'aide médicale à mourir. Donc, ce n'est pas possible de demander l'aide médicale à mourir en avance par le biais des directives médicales anticipées. On va voir pourquoi un petit peu plus loin. Les directives médicales anticipées peuvent être soit faites par acte notarié ou en remplissant un formulaire en présence de 2 témoins. Le contenu des DMA n'a pas été divulgué aux témoins. Les témoins sont seulement là pour vérifier la signature de la personne qui remplit le formulaire.
Donc, et si la personne n'est pas en mesure de remplir elle-même le formulaire, soit parce qu'elle ne sait pas écrire ou qu'elle est incapable physiquement, le formulaire peut être rempli par un tiers qui suit ses instructions. Puis c'est cette personne-là qui va dater et signer le formulaire en présence de la personne qui en est l'auteur. Alors, pourquoi faire des DMA? Il y a plusieurs bonnes raisons de le faire. Notamment, la première, c'est d'encourager l'autonomie décisionnelle du patient. C'est de vraiment pouvoir dire, je décide à l'avance ce que je veux pour mes soins, pour mon futur. C'est vraiment une technique d'empowerment. La deuxième, simplifier la vie des proches qui souvent se retrouvent dans des situations où ils doivent faire des choix difficiles, puis qui sont des fois influencés par d'autres ou qui sont influencés par leurs propres valeurs. Donc ici, si on a des DMA, on sait que c'est vraiment les souhaits de la personne inapte qu'on respecte. Troisièmement, prévenir des conflits, des situations qu'on voit malheureusement trop souvent, des conflits soit entre les proches eux-mêmes ou entre les proches et le personnel soignant. Et finalement, pour éviter l'acharnement thérapeutique et le paternalisme médical. Donc, on revient ici un petit peu à la question de l'autonomie décisionnelle du patient. Quelles sont les situations qui sont visées par les directives médicales anticipées? Alors, comme je le disais, c'est seulement 3 situations bien précises. C'est seulement si une personne est dans l'une des situations suivantes et qu'elle n'est pas en mesure de donner son consentement qu'on peut appliquer les directives médicales anticipées. Donc, c'est si elle est en fin de vie et souffre d'une maladie grave et incurable. La deuxième possibilité, c'est si ses fonctions cognitives sont gravement atteintes et qu'il en résulte un état comateux irréversible ou un état végétatif permanent. Et finalement, si ces fonctions cognitives sont gravement atteintes et qu'il en résulte un état de démence à un stade avancé sans possibilité d'amélioration, on parle ici par exemple de la maladie d'Alzheimer ou d'autres types de démence qui sont à un stade avancé. Ces situations-là sont évaluées par le personnel traitant au moment où elles surviennent. Donc, il y a seulement 5 soins qui sont prévus par les DMA. C'est la réanimation cardio-respiratoire, la ventilation assistée par un respirateur ou par tout autre support technique, la dialyse, l'alimentation forcée ou artificielle et finalement l'hydratation forcée ou artificielle. La définition de ces soins-là se retrouve dans le formulaire des DMA, mais pour plusieurs des usagers du système, c'est des termes qui leur disent rien ou peu. C'est des situations qu'on ne connaît pas très bien en tant que simple usager du système. Donc, c'est vraiment important de pouvoir en discuter avec son médecin, puis d'insister sur le fait que ça fait partie des responsabilités du médecin de discuter de ça avec leurs patients pour s'assurer que tout est bien compris, puis que si le formulaire de directive médicale anticipée est effectivement rempli, il est bien fait conformément aux souhaits de la personne. Ici, il y a deux petites précisions. Donc, en matière de soins de confort, là, il y a des gens qui s'inquiètent que s'ils refusent certains soins dans les directives médicales anticipées, que les soins vont être cessés ou qu'il n'y aura pas de soulagement de la douleur. Ce n'est pas le cas. Même si les soins prévus dans les DMA sont refusés par l'usager, les soins de confort lui sont quand même prodigués. Et deuxièmement, si l'usager avait consenti un don d'organes, des mesures temporaires de maintien des fonctions vitales sont prodiguées pour préserver justement la fonction des organes pour pouvoir procéder au don. Pour ce qui est du formulaire, donc si on décide de ne pas faire appel à un notaire et qu'on veut remplir tout simplement le formulaire de la RAMQ, on peut l'obtenir en appelant ou en se connectant sur le système de ClickSecure. C'est important de savoir que c'est des formulaires qui sont individualisés. Il y a plusieurs usagers qui ne le savent pas, qui veulent peut-être faire des photocopies des formulaires qui leur sont donnés par des proches. Faut qu'ils soient au courant que ce n'est pas possible de le faire, justement parce que chacun des formulaires a un numéro d'enregistré pour chaque usager.
Donc, il faut vraiment commander un nouveau formulaire pour chaque usager qui veut remplir les directives médicales anticipées. Ça prend seulement quelques jours à le recevoir par la poste. Puis les conditions qui s'appliquent pour remplir des DMA, c'est qu'il faut avoir 18 ans et plus et être apte à consentir aux soins au moment où on les remplit. Une autre question qui survient souvent de la part des usagers, c'est pourquoi est-ce que je dois remplir des directives médicales anticipées ou pourquoi est-ce que je devrais, j'ai un mandat de protection qui va me protéger, puis qui prévoit la même chose. Alors ça, c'est faux. Il y a des différences majeures entre le mandat de protection puis les directives médicales anticipées, notamment l'obligation d'avoir un mandataire si on a seulement un mandat de protection, alors que les DMA sont, elles, en force obligatoire dès que toutes les conditions sont remplies. Donc, pas besoin d'avoir un mandataire pour les réclamer. Le système prévoit que le personnel médical doit prodiguer les soins si les conditions sont remplies. Une autre différence, c'est l'homologation. Le mandat de protection, lui, doit être homologué, donc ce qui fait en sorte qu'un examen médical et psychosocial doit être fait et une demande soit à un notaire ou au tribunal pour l'homologation. Donc, c'est un processus qui est assez coûteux et long, alors que les directives médicales anticipées, elles, on a seulement besoin de constater l'inaptitude de l'usager et si les conditions sont remplies, comme je disais, la force obligatoire. Le mandat de protection, lui, ne peut pas être enregistré alors que les DMA sont enregistrés à la RAMQ si l'usager en fait la demande. Le mandat de protection, un autre aspect négatif, on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de la part des professionnels de la santé de respecter. Puis, même les professionnels de la santé ne peuvent pas et ne veulent pas regarder les mandats de protection, justement parce que on peut écrire un petit peu ce qu'on veut dans les mandats de protection, c'est beaucoup trop long et ce serait beaucoup trop difficile d'interpréter tous les différents mandats qui sont rédigés par les gens, alors que les DMA ont été prévus pour être justement très simples et droit au but. 3 situations, 5 soins qu'on coche, soit on les refuse ou on les accepte. Donc, c'est justement pour faciliter la communication des volontés de la personne aux professionnels de la santé. Finalement, il n'y a pas de frais ou d'honoraires pour les DMA, à moins qu'on décide de retenir les services d'un notaire. Alors, quelle est la valeur des DMA? Je l'ai dit un petit peu plus tôt. Les professionnels de la santé doivent appliquer les volontés écrites qui sont DMA avant d'appliquer celles exprimées dans le mandat de protection. Donc, il est possible d'ajouter des informations au mandat de protection, mais comme je le disais, les professionnels de la santé ne consultent pas ce qui est rédigé dans le mandat. Puis, c'est vraiment les directives médicales anticipées qui prévalent. Donc, on peut rédiger les deux et le mandat de protection va venir suppléer à ce qui est prévu dans les DMA. Et s'il y a un conflit, c'est les DMA qui prévalent. Les DMA, eux, ont à l'égard des professionnels de la santé la même valeur que des volontés qui sont exprimées par une personne apte à consentir aux soins. Donc, la même valeur que si une personne apte était devant eux et leur disait qu'ils acceptent un soin en particulier. Donc, c'est vraiment une valeur très importante qui est donnée à un document rédigé à l'avance. Finalement, l'auteur des DMA est présumé avoir obtenu l'information nécessaire pour lui permettre de prendre une décision éclairée au moment de la signature des DMA. Ici, je veux vraiment insister sur le fait que c'est vraiment primordial que les professionnels de la santé puissent en discuter avec les usagers qui soit ont des demandes au sujet des DMA ou même s'ils ne l'abordent pas, là, si le professionnel de la santé peut l'aborder avec l'usager. Parce que normalement, le devoir d'information, c'est un devoir qui est dévolu aux professionnels qui offrent un soin à quelqu'un. Alors qu'ici, c'est des soins qu'on prévoit d'avance. Donc, les soins ne sont pas directement proposés à l'usager. Des explications ne lui sont pas données. Donc, si l'usager ne va pas chercher l'information lui-même, il se pourrait que les DMA soient remplis de manière incorrecte ou qu'ils ne respectent pas leur volonté. Donc, c'est vraiment une discussion qui est importante d'avoir
entre l'usager et les professionnels de la santé pour s'assurer que ce qui est écrit reflète vraiment les volontés de l'usager qui les remplit. Finalement, le tribunal peut, à la demande du mandataire ou du tuteur ou du curateur de la personne ou toute autre personne qui démontre un intérêt particulier pour l'auteur des DMA, ordonner le respect des volontés relatives aux soins qui sont exprimés. Dans les cas où ceux-ci ne seraient pas déjà respectés par les professionnels de la santé. Alors, une fois que le formulaire est rempli, comment est-ce qu'on peut le rendre accessible pour s'assurer qu'il soit respecté? Il y a différents moyens. Le premier, puis le plus sûr, parce que il aboutit dans un registre, c'est de le transmettre par la poste à la RAMQ pour qu'il soit versé dans le registre des DMA. Donc ça, c'est un registre qui a été créé aussi par la loi concernant les soins de fin de vie. La deuxième option, c'est de le remettre à son médecin ou à un professionnel de la santé pour qu'il soit déposé dans le dossier médical de l'usager. Donc, ici, on parle vraiment du dossier médical, soit de la clinique ou de l'hôpital à laquelle l'usager consulte le médecin ou le professionnel de la santé en question. La troisième option, c'est de le remettre à un proche qui, au moment de besoin, le donnerait au professionnel de la santé si l'usager devient inapte à consentir aux soins. Au départ, la RAMQ ne transmettait pas d'accusé-réception aux gens, donc c'était vraiment une inquiétude de la part des usagers qui transmettaient leur DMA. Donc, ça a été soulevé à plusieurs reprises. La RAMQ transmet maintenant là, un accusé-réception des directives médicales anticipées, ce qui permet à l'usager aussi de savoir là, à partir de quel moment ces DMA sont bien au registre et quelles sont forces exécutoires pour quelqu'un qui pourrait faire la recherche. Qu'est-ce que le registre? C'est une base de données dans laquelle sont versés les DMA qui ont été transmises à la RAMQ. C'est accessible aux professionnels de la santé, donc pas seulement aux médecins, mais de manière plus générale là, aux professionnels de la santé qui ont les codes d'accès nécessaires pour accéder au registre. Puis la recherche se fait en utilisant le nom, la date de naissance, le sexe et le numéro d'assurance maladie du l'usager. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que malheureusement, le registre est difficilement accessible. Pas difficilement, mais ça peut prendre du temps pour faire une recherche au registre alors qu'on est en situation d'urgence. Donc, si les usagers veulent s'assurer vraiment que les DMA soient retrouvés de manière plus rapidement dans une situation d'urgence, c'est préférable de le verser également au dossier du patient. En cas d'urgence, par contre, si on n'a pas le temps de faire la recherche des DMA ou que si on n'a pas le temps de faire la recherche des DMA et que l'intervention s'avère vitale ou nécessaire au maintien de l'intégrité de la personne, les soins sont quand même donnés en temps utile. Puis une fois que le formulaire de DMA a été retrouvé, s'il y en a un, et que on constate que les soins avaient été refusés, les soins donnés seront ultérieurement cessés. Le registre, lui, a été créé aussi ou régi par le règlement sur les modalités d'accès au registre des directives médicales anticipées et son fonctionnement, qui est entré en vigueur le 15 juin 2016. Donc, c'est vraiment ce règlement-là qui régit la gestion des accès et les autorisations d'accès, puis qui prévoit le fonctionnement du registre, donc les inscriptions, les notifications, la révocation et le retrait des DMA, et finalement un journal des consultations qui sont faites au registre des DMA, ce qui nous permet d'avoir des statistiques à ce sujet-là. Donc, justement, en parlant de statistiques, en date du 31 mars 2018, il y a seulement 29 774 DMA qui étaient inscrits au registre. Donc, c'est quand même une assez faible proportion pour la population québécoise. 61% de ces DMA-là avaient été remplis par des femmes, 39% par des hommes, 88% par des personnes âgées de 55 ans et plus,
et 98 par des francophones. Donc, on voit ici vraiment, cette statistique-là m'a vraiment surprise. On voit vraiment là, qu'il y a une grosse différence entre les informations, je crois, entre les usagers francophones et anglophones qui ont rempli les directives médicales anticipées. Alors, quelles sont les responsabilités du médecin ou du professionnel de la santé dans le cadre des DMA? Alors, lorsque les DMA sont remises à un professionnel de la santé, celui-ci doit les verser dans le dossier de la personne concernée si les DMA ne sont pas déjà au dossier. Donc, en le remettant au médecin, ça ne donne pas accès au registre. Donc, les DMA ne seront pas versés au registre. La seule manière de faire ça, c'est vraiment de les transmettre à la RAMQ. Mais ça, c'est vraiment pour qu'une copie soit mise au dossier physique de l'usager à l'établissement. Deuxième responsabilité, le médecin qui constate un changement significatif de l'état de santé d'une personne apte à consentir aux soins doit, si les DMA ont été versés à son dossier, vérifier auprès d'elle si les volontés exprimées dans ces directives correspondent toujours à ses volontés. Alors ça, c'est prévu dans la loi. Malheureusement, c'est encore très peu fait. Et les vérifications au registre sont encore également très peu faites. Je vais vous lire là, des statistiques un petit peu plus tard. C'est quelque chose qui devrait être fait systématiquement. Ça devrait être un réflexe, mais malheureusement, peut-être justement encore là, à cause de la nouveauté de la loi et du manque d'information, on va voir que c'est vraiment pas fait de manière systématique. Le médecin qui constate l'inaptitude d'une personne à consentir aux soins doit consulter le registre des DMA, comme je le disais. Puis s'il trouve à ce moment-là des DMA au registre de la RAMQ, il doit alors les verser au dossier pour s'assurer d'avoir un accès plus rapide s'il y a le besoin de le faire. Le médecin aussi devrait vérifier auprès des proches d'une personne inapte à consentir aux soins si des DMA leur avaient été donnés qui n'auraient pas été versés au registre ou au dossier médical parce que c'est une possibilité des gens qui préfèrent seulement remettre les DMA à un proche pour le remettre aux professionnels de la santé le temps venu. Alors, il y a un article qui a été publié le 20 juin 2018 par la presse. C'est un article qui était très inquiétant au niveau de la situation de la consultation du registre des DMA au Québec. On peut constater qu'il y avait des grandes disparités régionales, puis que le registre avait été peu consulté dans les grands hôpitaux. Suite à ça, le lendemain, là, une lettre a été transmise par, à ce moment-là, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui rappelait aux directions de toutes les institutions du Québec leur devoir, selon la loi, là, de consulter le registre. Alors, vous allez voir, ici, on a les statistiques pour chacun des établissements, du nombre d'utilisateurs, puis du nombre de consultations. Alors, si on regarde vraiment seulement les 4 hôpitaux universitaires, là, pour avoir une meilleure idée, on voit que le CHUM avait 2 utilisateurs seulement, alors qu'à certains endroits, on en avait dans les 200, 300, et qu'il y avait seulement eu 7 consultations du registre. Au CUSUM, 8 utilisateurs, 38 consultations, alors que les chiffres normalement devraient être beaucoup plus élevés que ça. Au CHU de Québec, on avait 170 utilisateurs, 44 consultations. Puis ici, une grosse différence là, avec le CHU de Sherbrooke, 295 utilisateurs, 2361 consultations. Donc, c'est vraiment un des établissements qui avait le mieux intégré les dispositions de la loi à ce moment-là. Le CUSUM, qui avait été interrogé là, pour l'article de la presse, disait qu'un des problèmes notamment, c'est que l'hyperlien qui était dans le courriel pour donner accès au registre avait mal été programmé, donc ne fonctionnait pas. Pour ce qui est du CHUM, ils avaient plutôt priorisé la construction et l'activation du nouvel hôpital, puis prévoyaient par la suite là, faire la mise en place de la structure d'accès, la formation et la création des accès pour le registre des DMA. Donc, le ministre Barrette rappelait là, que c'était des situations qui étaient inacceptables.
justement parce que c'était des choses qui étaient prévues par la loi qui devaient absolument être respectées et donc leur demandait de rectifier la situation au plus vite. Une fois que les directives médicales anticipées ont été remplies, comment est-ce qu'on peut les modifier? Alors, on peut le modifier à tout moment, du moment que l'auteur demeure apte à consentir aux soins. Donc, la modification se fait par la rédaction de nouvelles directives, de la même manière que la rédaction au départ, donc soit en présence de 2 témoins ou par un acte notarié. Si les directives médicales anticipées se retrouvent dans le registre, il faut alors envoyer le nouveau formulaire à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et si les DMA ont été plutôt remis à un professionnel de la santé pour le dépôt au dossier médical, on doit le remettre au professionnel de la santé en question pour que les DMA soient remplacés dans le dossier. Donc, dès que les DMA sont remplacés, les directives médicales anticipées qui avaient été rédigées antérieurement ne sont plus valides. On peut également décider de tout simplement révoquer les directives médicales anticipées. Les conditions demeurent les mêmes, donc l'auteur doit toujours être apte à consentir aux soins. Puis la révocation peut se faire par le biais d'un formulaire qu'on transmet soit à la régie ou au professionnel de la santé qui a le formulaire dans son dossier médical. On peut aussi prévoir dans un cas d'urgence si une personne qui est toujours apte exprime verbalement des volontés qui sont différentes à celles qui se retrouvent dans ces DMA. Donc, une personne, on peut penser qui sera hospitalisée, qui prévoit qu'elle pourrait devenir inapte bientôt, peut décider de révoquer les instructions qui se retrouvent dans ces DMA. Mais si c'est fait et que la personne se rétablit ensuite, la modification doit être apportée au registre ou au dossier médical de la personne dès que possible pour s'assurer qu'il n'y ait pas de confusion dans le futur. Parce que la révocation verbale ne retire pas le document du dossier médical ou du registre. Les DMA, bien qu'elles aient une grande force exécutoire, peuvent quand même être contestées, mais il y a seulement le tribunal qui peut invalider les DMA, soit en tout ou en partie, dépendamment de la situation. Donc ça peut être fait à la demande du mandataire, du tuteur, du curateur, d'un médecin ou d'un établissement ou de toute autre personne qui démontre un intérêt particulier pour l'usager. Les conditions pour contester les DMA, c'est si on a des raisons de croire que l'auteur n'était pas apte à consentir à des soins au moment où le formulaire a été rempli. Et deuxièmement, si les DMA ne correspondent pas à la volonté de l'auteur dans la situation donnée. Alors, le conseil qu'on donne pour éviter des situations comme ça, c'est vraiment de discuter de ce qui est rédigé dans les DMA avec ses proches. C'est parfois des situations qui sont difficiles à aborder parce qu'on parle de soins de fin de vie, mais ça peut vraiment tout changer parce que des fois, on ne connaît pas les valeurs profondes de nos proches en ce qui concerne les soins de fin de vie. Puis le fait d'en parler peut vraiment faire en sorte que ça soit plus facile à accepter pour un proche éventuellement. Dans un cas de refus catégorique de la part de la personne inapte, alors qu'on essaierait de lui donner un soin qui était prévu dans les directives médicales anticipées, c'est les mêmes règles qui s'appliquent que pour le consentement substitué. On doit alors s'adresser au tribunal selon l'article 16 du Code civil du Québec pour obtenir l'autorisation de prodiguer les soins au majeur, à la personne inapte. Finalement, je vais vous parler des demandes d'aide médicale à mourir par directive médicale anticipée. Alors, comme je vous disais, c'est pas possible de demander l'aide médicale à mourir par directive médicale anticipée au Québec en ce moment parce que la personne doit être apte au moment où elle demande l'aide médicale à mourir ainsi qu'au moment où elle reçoit l'aide médicale à mourir. Donc, dans le cas de DMA, pour qu'elle soit applicable, la personne doit être inapte. Donc, il y a clairement
deux concepts qui ne fonctionnent pas ensemble dans ce cas-là. Donc, cela fait en sorte que les personnes atteintes d'Alzheimer n'ont pas la possibilité de demander l'aide médicale à mourir en prévision de leur inaptitude et de leur fin de vie. Récemment, dans les médias, on a entendu vous parler du cas de Michel Cadot, qui a été trouvé coupable d'homicide involontaire de sa conjointe qui est atteinte d'Alzheimer. Il l'avait étouffée avec une oreiller en 2007 parce qu'elle était extrêmement souffrante, puis il voulait mettre fin à ça. Et elle s'était vue refuser l'aide médicale à mourir un an plus tôt parce que justement, les critères n'étaient pas remplis. Donc, on voit que c'est vraiment un sujet qui est d'actualité puis qui va continuer de l'être, extrêmement important d'en parler. La CAQ, dans sa campagne électorale de 2018, s'est engagée à tenir des consultations publiques sur cette question-là. Mais là, en ce moment, il y a un rapport d'un groupe d'experts québécois sur la question de l'inaptitude à consentir aux soins et de l'aide médicale à mourir qui est attendu. On avait dit pour le printemps 2019, on a récemment dit là, que ce serait disponible à la fin mai 2019, donc dans moins d'un mois. La ministre de la Santé attend ce rapport-là avant de tenir les consultations à l'Assemblée nationale. Donc, ça devrait quand même pas tarder. Puis, finalement, je voulais vous parler d'une dernière recommandation du rapport sur la situation des soins de fin de vie au Québec. Par rapport à l'aide médicale à mourir, la recommandation 8 dit « Plusieurs intervenants et observateurs de la société québécoise souhaitent que les critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir soient élargis, notamment pour les personnes inaptes ou celles qui ne sont pas en fin de vie, dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible. » Donc, la commission recommandait qu'une réflexion collective soit enclenchée par des consultations publiques sur l'élargissement de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir, notamment à la lumière du rapport des experts dont je vous parlais et du rapport d'experts fédéraux qui a été déposé en décembre 2018, qui abordait également la question. Il faut savoir qu'il y a certaines juridictions qui prévoient cette possibilité-là, notamment en Belgique, où il est possible de demander l'aide médicale à mourir par avance par le moyen de directives anticipées. Reste à savoir là, si ce sera une possibilité qui pourra également être ajoutée au droit québécois. Puis j'ai bien hâte d'entendre le résultat des consultations à faire bientôt. Alors, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Merci beaucoup, Maître Camille Sano, pour cette excellente présentation-là. Je pense que ça a un petit peu remis la table sur, d'une part, la différence entre l'aide médicale à mourir, les directives médicales anticipées, le mandat de protection. Et je pense que c'était important d'avoir, d'une part, cette présentation et puis cette clarification. Alors, on a déjà des questions. J'en ai beaucoup également, mais on va d'abord permettre à tout le monde de poser les questions. Alors, d'une part, ce ne sont pas tous les professionnels de la santé, outre les médecins, qui peuvent avoir accès au registre, seulement les infirmières. Alors, effectivement, dans un contexte où l'accessibilité au registre est peut-être limitée, est-ce que ça pourrait expliquer finalement pourquoi le registre n'est pas autant utilisé par les professionnels de la santé? Le règlement prévoit que ce n'est pas seulement non plus les infirmières. Là, il peut y avoir du personnel de soutien également, du personnel de soutien aux médecins qui peuvent avoir accès au registre. Oui, peut-être qu'effectivement, si plus d'accès était donné, la consultation se ferait de manière plus fréquente. C'est vrai que dans certaines situations, les médecins sont débordés puis n'ont pas le temps de faire les vérifications nécessaires. Puis, comme je le disais, c'est un système qui est encore assez difficile d'utilisation. Il y a un médecin qui rapportait justement que quand il essayait de se connecter lui-même au système, il y avait des embûches, puis il ne s'imaginait pas dans une situation d'urgence à essayer de trouver les DMA comme ça rapidement, là. Donc, c'est sûr qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites à ce niveau-là.
Parfait. Une autre question. Qui constate ou confirme l'inaptitude d'une personne et est-ce que c'est un acte réservé aux médecins? Oui, donc l'inaptitude, c'est constaté par le médecin au moment où il doit proposer des soins. C'est vraiment, comme je le disais, quelque chose qui se fait au cas par cas, alors que les soins sont proposés à la personne. Une personne peut être inapte une journée et avoir une excellente journée le lendemain et alors être apte à consentir aux soins. Une autre question, comment est-il possible de vérifier que la DMA a bien été enregistrée auprès de la RAMQ, étant donné qu'il n'y a pas d'accusé de réception? Est-ce que c'est possible? Si oui, quelle est la procédure? Je me suis peut-être mal exprimée tantôt. Au départ, il n'y avait pas d'accusé réception, puis c'était quelque chose qui avait été reproché justement à la manière dont le système était fait parce que les gens demeuraient dans l'incertitude, ne savaient pas si la DMA s'était bien rendue ou si elle avait été perdue dans le courrier. Mais la RAMQ envoie maintenant des accusés réception. C'est possible là, comme ça de savoir si la DMA a bien été versée au registre. Parfait. Il y a une question qui peut-être qui demanderait un petit peu plus de clarification. Est-ce que l'accès au DMA donne des résultats probants lors des interventions? J'imagine peut-être, Madame Chebli, si vous voulez peut-être préciser que une fois que les DMA ont été consultés par les professionnels de la santé, si effectivement ils respectaient la volonté de la personne, je suppose que c'est ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été évalué par la commission? Non, donc ça, c'est une donnée qu'on n'a pas malheureusement. Puis je pense qu'il serait peut-être difficile à colliger également. On sait quand les directives médicales anticipées ont été consultées. Là, comme je le disais, il y a un journal qui est enregistré avec la RAMQ qui permet de savoir qui a consulté pour quel usager. Mais on ne sait pas la suite. Là. Donc, on ne sait pas si les directives médicales anticipées ont bel et bien été appliquées. Parfait. Une autre question, ça rentre en rafale là. Alors, si c'est une préposée aux bénéficiaires qui voit un résident en arrêt cardiaque, peut-elle prendre la décision de ne pas réanimer si cette personne a une DMA? Ben, donc, si la personne a une DMA et que cette personne-là l'a consulté? J'imagine, oui, que ça aide. Oui, oui. OK. Ben, dans ce cas-là, c'est une question bien précise, là, mais je serais d'avis que non, là, justement, parce que la directive médicale anticipée. Non, je me ravise. Parce qu'il faut savoir si c'est vraiment la dernière directive médicale anticipée qui a été enregistrée. Donc, si on n'a pas la certitude, puis c'est impossible de le savoir tant que les vérifications n'ont pas été faites, là. Donc, si elle a vu qu'il y avait peut-être une DMA au dossier, mais on ne sait pas s'il y en a une autre qui avait été enregistrée ou quoi que ce soit, à ce moment-là, les soins conservateurs sont donnés ou les soins d'urgence sont donnés parce que, justement, si la personne en décède, il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Là. Donc, dans une situation d'incertitude, les soins sont donnés, puis on fait par la suite là, les vérifications nécessaires. Parfait. Une question également très pointilleuse, justement dans un contexte de maladie d'Alzheimer. La définition de la démence grave dans le formulaire de DMA énumère plusieurs exemples de ce que cela peut comprendre. Mais on ne dit pas si tous ces critères doivent être présents ou c'est juste un seul. Par exemple, je veux refuser tous les soins si j'ai la maladie d'Alzheimer et si je ne reconnais plus mes proches. Personne à la RAMQ n'a pu répondre à cette question. Donc, est-ce que vous pouvez préciser justement si, est-ce que c'est… Je vais juste la relire parce que je suis certaine de la comprendre, la définition de la démence grave. Oui. Je pense que c'est par rapport surtout aux critères pour avoir accès à la DMA et si c'est tous les critères qui doivent être remplis ou un des critères. Les critères, dans le fond, attendez, je relis parce que je ne suis pas certaine de comprendre la question. Donc, si tous les critères
sont prévus dans les trois situations nommées doivent être remplis? Mais je suppose que c'est plus par rapport justement à qui peut demander, dans quelles conditions demander les DMA. Vous avez mentionné justement les troubles neurocognitifs majeurs, également donc est-ce que c'est ces trois conditions qui doivent être remplies? Je suppose que non. Non, c'est une des non, conditions. c'est vraiment la condition médicale. Mais c'est bon, on voit quand on parle notamment de celles des fonctions cognitives, les fonctions cognitives sont gravement atteintes et qu'il en résulte un état de démence à un stade avancé, sans possibilité d'amélioration. Puis ça, c'est vraiment des critères qui doivent être étudiés par le médecin, là. Donc, c'est le médecin qui décide si le patient remplit ou non les critères énumérés. Parfait. Alors, encore une question. Un cas particulier. Alors, une personne arrive à l'urgence avec une hémorragie cérébrale massive, avec atteinte irréversible. Elle est prise en charge aux soins intensifs avec ventilation mécanique et l'on découvre plus tard que ces DMA demandaient de ne pas procéder à ce type de soins dans la situation. Va-t-on enlever la ventilation aussitôt les DMA connus? C'est ce qui est prévu. Donc, si on est incertain de la situation des directives médicales anticipées, les soins sont donnés, mais dès que les directives médicales anticipées sont connues et qu'on constate que le soin le soin donné avait été refusé par l'usager, ces soins-là doivent être cessés. Parfait. Est-ce que lorsque les DMA sont versés au registre, est-ce qu'il y a des copies qui peuvent être faites pour verser au dossier d'une clinique ou d'un centre hospitalier à qui finalement revient la responsabilité d'avoir les DMA d'une part inscrites au registre des DMA et également au niveau du dossier médical? Oui, donc l'usager lui-même peut, en remplissant ses DMA, en faire des copies, puis décider de soit les garder pour ses proches ou, comme il le suggère, là, de les donner aux différents intervenants ou aux différents professionnels de la santé qui consultent, là, soit dans différentes cliniques ou établissements de soins de santé, pour s'assurer justement qu'ils sont partout et facilement accessibles. Ce qu'il faut garder en tête toutefois, c'est que si on fait une révocation ou une modification des DMA, il faut bien le transmettre à toutes les personnes qui l'avaient reçu dès le départ pour s'assurer une constance là, dans les DMA. Alors, qui peut être témoin à la signature d'une DMA? Y a-t-il des consignes, restrictions, comme dans le cas des mandats de protection devant témoin? Non, donc dans ces cas-là, il n'y a pas de restriction justement parce qu'il n'y a pas de mandataire, il n'y a personne qui est responsable de l'application de ces directives-là. Donc, puis on n'est pas là non plus pour vérifier ce que la personne a inscrit, c'est vraiment tout simplement pour valider que la signature de la personne est bien celle qui remplit les DMA. Encore une question. Alors, que faire si le personnel médical refuse de se conformer aux précisions faites dans la DMA? Là, à ce moment-là, il faut s'adresser aux tribunaux. C'est malheureux là, dans ces situations-là. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu, là, pas à ma connaissance, mais le seul remède, c'est de s'adresser aux tribunaux pour s'assurer que les DMA soient bien respectés. Donc, à ce moment-là, et ça, c'est un petit peu, ça sous-entend la question également, est-ce qu'il y a possibilité de recours vis-à-vis des professionnels de la santé finalement, s'ils ne se conforment pas à une DMA? Il n'y en a pas encore eu, mais je ne vois pas pourquoi non plus, là, parce que justement, c'est une obligation légale de les respecter si toutes les conditions sont remplies. Alors, s'ils refusent de le faire, puis que des dommages en résultent à l'usager, oui, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas intenter une poursuite contre le professionnel. D'accord, mais à la base, la loi n'a pas inclus finalement de pénalité ou de recours vis-à-vis des professionnels. Non, ce n'est pas prévu dans cette loi-là spécifiquement. Là, ce serait en vertu du Code civil du Québec. D'accord.
Donc, un recours en responsabilité médicale comme dans n'importe quel autre cas. Oui. Ensuite, une personne demande si, justement, il y a déjà un mandat de protection, il en est satisfait. Quel est finalement l'intérêt d'y rajouter une DMA? Comme je le mentionnais dans le petit tableau comparatif là, que vous pourrez aller consulter par la suite là, quand la présentation va vous être transmise, c'est que les DMA ont vraiment force obligatoire. Donc, pour les 5 soins qui sont prévus dans les 3 situations énumérées, le professionnel de la santé n'a pas le choix de respecter ça si les conditions sont remplies. Alors que dans un mandat de protection, c'est des instructions que l'on donne au mandataire. Donc, le mandataire à la personne est là pour consentir aux soins de la personne qui est représentée et elle a le devoir de le faire dans le meilleur intérêt de la personne qu'elle représente et en essayant de suivre les volontés qui auraient été données avant la survenance de son inaptitude. Mais elle n'a pas l'obligation de suivre ce qui est prévu au mandat de protection. Donc, si pour n'importe quelle raison, elle est d'avis que la personne ne bénéficierait pas des soins ou pour des raisons personnelles, elle a des croyances différentes, elle peut décider de refuser un soin ou d'accepter un soin. Donc, il n'y a pas de force obligatoire aux instructions qui sont données dans un mandat de protection, alors que les directives médicales anticipées, elles doivent être respectées par l'équipe médicale. Il y a une question, je pense, qui là demande une précision et peut-être de revenir sur un certain nombre de points. La question exacte, c'est pour bien comprendre, lorsque ma mère aura atteint le stade Alzheimer avancé, je pourrai, comme tutrice, demander l'aide médicale à mourir pour elle. Là, je pense qu'il faut rappeler là quelque chose. Oui. Non, c'est ça. Donc, sur la question de l'aide médicale à mourir, ça peut seulement être demandé par la personne elle-même. Donc, on ne peut pas demander l'aide médicale à mourir pour une autre personne. Et pour recevoir l'aide médicale à mourir, on doit être apte au moment où on en fait la demande et apte au moment où on la reçoit. Donc, c'est ça la difficulté avec la maladie d'Alzheimer, c'est que la personne est habituellement inapte là, au moment où la demande d'aide médicale à mourir serait faite là, ou reçue. Donc, ce n'est pas possible pour une personne en ce moment de recevoir l'aide médicale à mourir si elle est inapte. C'est la raison pour laquelle là, on veut avoir des consultations publiques à ce niveau-là pour voir si, justement, ça pourrait être élargi pour permettre que l'aide médicale à mourir puisse être demandée par le biais de directives médicales anticipées. Dans la même lignée également, et peut-être une précision à faire par rapport à l'aide médicale à mourir, est-ce que l'avis d'un seul médecin suffit, notamment dans le cas de démence avancée sans amélioration possible, donc pour qu'il n'y ait pas de conflit d'interprétation? Pour l'aide médicale à mourir, il faut l'avis de 2 médecins, alors que pour les directives médicales anticipées, là, s'il n'y a pas cette demande-là, là, que ce soit de la part de 2 médecins. Si l'inaptitude est constatée, le formulaire s'applique. Parfait. Dans le cas où il n'y a pas de directive médicale anticipée, quelle serait finalement la meilleure procédure à faire? Là, c'est le cas d'une personne dont la mère est atteinte de démence et donc forcément avant que la loi ne soit en vigueur. Et dans ce contexte, alors elle a récemment fait un infarctus. Le médecin nous a demandé s'il y avait des directives. Comme il n'y en avait pas, j'ai cru comprendre que le médecin nous consultait, donc la famille à savoir, pour savoir ce que nous souhaitions. Il a procédé à un stent, mais nous a par la suite recommandé de ne pas faire de ressuscitation. Donc, dans le cas où la personne est déjà inapte, qu'il n'y a pas de DMA qui ont été faites, puis qu'il n'y a pas de mandat de protection non plus qui a été prévu, ou de testament biologique ou d'autres instructions, c'est vraiment
le consentement aux soins revient à la famille et aux proches. Là. Donc, s'il n'y a pas non plus là, de représentant légal qui a été nommé, donc un tuteur, curateur, c'est les proches qui sont là pour consentir aux soins. Donc, en prenant en compte toutes les informations transmises par l'équipe médicale sur les soins suggérés et en essayant de respecter les volontés qui auraient été exprimées par la personne avant la survenance de son inaptitude, c'est à eux de prendre la décision sur les soins. Parfait. Vous avez beaucoup parlé finalement de la responsabilité du médecin à en parler avec le patient pour notamment donner l'information nécessaire pour les différents soins qui sont donnés ou pas dans le cadre des directives médicales anticipées. Est-ce que finalement on ne devrait pas, et par rapport aussi au faible nombre de DMA qui sont déjà au registre, est-ce que il ne serait pas peut-être de vigueur que ce soit d'autres professionnels également qui en parlent? Je pense particulièrement aux infirmières, aux travailleurs sociaux, qui auraient aussi un rôle à jouer là. Et puis, peut-être que l'information, finalement, serait plus facile à véhiculer au sein de la population pour mieux faire connaître les DMA? Oui, absolument. Vous avez absolument raison. Justement, les médecins, des fois, manquent de temps avec leurs patients. Donc, la responsabilité ne leur revient pas uniquement. Là, donc, tous les professionnels de la santé qui sont en mesure là, de fournir des informations aux usagers, de les guider ou peut-être même de les aider à remplir leur directive médicale anticipée, c'est sûr que c'est seulement du positif. Une autre question également par rapport à la révocation d'une DMA ou en tous les cas la contestation devant un tribunal. Vous avez mentionné en fait qu'un proche pouvait le faire sous la condition justement qu'il considère que ça ne correspond pas à la volonté de l'auteur. Comment justifier ça si la DMA a été signée devant témoins, enregistrée? Comment est-ce qu'on peut finalement justifier une contestation en prétextant que ça ne répond pas à la volonté? Oui, cette condition-là est effectivement plus difficile, puis il n'y a pas encore eu d'interprétation de la part des tribunaux à ce niveau-là, donc je ne pourrais pas vraiment répondre à la question. Si la question est apportée devant les tribunaux, ils vont être appelés à l'interpréter. Mais moi, la condition que je trouve qui a le plus de poids, c'est vraiment si la personne n'était pas apte au moment de la rédaction. Donc, si on a des raisons de croire qu'elle était inapte au moment où les directives médicales anticipées ont été faites, soit parce qu'on a des preuves médicales au dossier, des choses comme ça, c'est beaucoup plus facile de contester la validité des DMA. Oui, mais là, je pense que ça rejoint peut-être la présence au sein d'une même famille de plusieurs personnes qui peuvent avoir différentes opinions par rapport aux valeurs et aux volontés d'une personne qui pourrait à ce moment-là remettre en cause une DMA. Puis on l'a vu dans le procès de Michel Cadot où justement les opinions divergeaient au sein de la famille. Je pense que c'est peut-être dans cette condition-là que ça s'appliquerait. Ben, même là, c'est difficile. On peut bien dire des choses aux membres de notre famille, puis penser d'autres choses. Là. Donc, c'est pas parce que quelqu'un aurait dit quelque chose de différent à un membre de la famille là, que ces directives médicales anticipées devraient être invalidées non plus. Là. Donc, oui, j'ai de la difficulté un petit peu plus avec cette condition-là. Oui. Parfait. Ben, écoutez, n'hésitez pas, on va prendre encore une dernière question. Alors, à qui l'honneur? Parfait. Ben, écoutez, je pense que tout le monde a posé les questions. C'était très instructif et je pense on va encore en entendre parler de ce sujet, surtout notamment après le dépôt du rapport de la Commission pour élargir ou pas l'aide médicale à mourir dans un contexte d'inaptitude. Donc, merci de nous avoir éclairés. Je pense que ça a été très apprécié par tout le monde. Alors, un commentaire. Merci beaucoup pour ce webinaire très intéressant et instructif.
Alors, j'aimerais tout d'abord vous remercier tous d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, vous recevrez dans l'heure qui suit une courte évaluation à laquelle je vous demanderai d'y répondre. Ça va nous permettre notamment d'avoir vos commentaires, votre appréciation du webinaire et puis également les sujets que vous aimeriez voir dans la prochaine édition des conférences mémorables. Alors, vos réponses sont anonymes, mais forcément, elles vont nous permettre de mieux répondre à vos besoins dans l'avenir. Et vous trouverez également dans le courriel le lien d'enregistrement, le lien vers notre chaîne YouTube où vous pourrez donc revoir le webinaire, de même que la présentation PDF de Maître Camisano. Alors, n'hésitez pas à partager le tout avec vos collègues ou dans votre réseau pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Alors, le prochain webinaire, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le 5 juin prochain à la même heure. Et il sera présenté par professeur Martine Simard, professeur titulaire à l'école de psychologie de l'Université de Laval et qui va aborder un thème qui a été demandé et redemandé, à savoir la démence à corps de Léwy. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et puis, encore une fois, je tiens à remercier chaleureusement Maître Camisano pour son excellente présentation et toutes les personnes présentes de par votre participation. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci encore. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.